Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Tada. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne secondaire, j'en ai déjà parlé en live, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais je vous avais promis une vidéo intégrale. Je pense que cette vidéo sera consistante parce que je veux pas qu'on passe à côté de certaines questions qui sont essentielles pour le projet. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout du contenu, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Tada, c'est une application mobile qui permet de générer, de collecter et de vérifier la qualité de données. Ces données informatiques sont aujourd'hui le cœur d'énormément d'outils qu'on utilise tous les jours, et notamment des outils qui deviennent de plus en plus connus, l'intelligence artificielle et toutes les solutions qu'elle propose. Mais avant de revenir sur le fonctionnement même de Tada, le fonctionnement de cette application, comment est-ce que ça marche aujourd'hui, je me dois de vous faire un disclaimer relativement important. Tada n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une entreprise qui a été fondée par mon propre frère, William. En plus de ça, j'ai participé au financement puisque j'ai investi moi-même dans Tada, et pour finir, je suis advisor et je conseille le projet sur son développement dans l'écosystème crypto. Donc, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée au sens strict de la loi, vous connaissez ma transparence et vous le savez très bien, je me devais d'être clair avec vous et de vous spécifier les intérêts que j'ai au développement de cette initiative. Je vous referai un disclaimer un peu plus détaillé en fin de vidéo. Dans la vidéo, on va parler de l'application, de comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que certains utilisateurs peuvent obtenir des rewards en token pour avoir fait certaines tâches, et je vais surtout interviewer mon frère, lui poser toutes ces questions, et on va parler de l'écosystème IA, des données en général, et surtout de l'outil Tada et de ce qu'il permet de résoudre. On va même élargir un petit peu ça pour parler des différents risques qu'il y a dans ce domaine, et de la vision, mais également de l'avenir de l'entreprise Tada. William, tu peux faire ton entrée en scène. On va mettre une musique épique avec des flammes, des dragons. Ah bah normalement on fait un truc de fou, tu vois, Enchanté, Asher. Je crée du contenu sur les crypto-monnaies. Fais ça depuis longtemps? Très longtemps, très longtemps. J'ai toujours eu du mal. Mon enfance m'a été arrachée en partie par mon grand frère. Il vous a bien formé. Il m'a préparé aux difficultés de la vie assez tôt. Le but ici, William, c'est que du coup, on puisse, sur un nouveau format, parce qu'on l'a déjà fait sur ma chaîne secondaire, la vidéo s'affichera là. On va devoir reprendre quelques bases, mais le but n'est pas de revisiter exactement la même histoire de la même façon. Et de commencer quand même par te présenter à ma communauté, surtout à ceux qui ne te connaissent pas. En gros, tu es qui? Quel a été ton parcours et comment tu en es arrivé à cette problématique qui s'est posée et à l'idée de Tada? Alors, si j'essaie de prendre un peu la genèse, quand je quitte la Corse, je vais à Nancy pour étudier l'informatique dans une école qui s'appelle Epitech. J'y fais quelques années. En parallèle, je bosse un peu de la robotique, j'ai fait un peu de recherche à l'INRIA. Je pars au Luxembourg pour un stage. Puis je me découvre une voie qui m'intéresse beaucoup, l'entrepreneuriat. Je pars en Angleterre. Je fais un deuxième master là-bas. Et c'est là que j'ai la première idée du coup de la société Vivoca, qui était la première historique du groupe, avec certains amis associés. Donc on revient en France et c'est là qu'on s'est vraiment posé, qu'on a créé du coup la première boîte. Donc Epitech et double master finalement en commerce, c'est ça, à Canterbury en Angleterre. T'es en quelle année quand tu crées Vivoca? C'est il y a 10 ans? Quand je crée Vivoca, c'est 2013, 2014 un peu moins de 10. Ouais, c'est ça. En 2014, on a eu l'idée. 2015, on a vraiment posé du coup tous les documents. On a eu le cabis. Ça fait quasiment 9 ans. Là, tu viens t'installer à Metz. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à Metz. C'est parce que la première structure que tu avais construite, Vivoca, était en Moselle et petit à petit, ça a commencé à grossir. On avait des équipes, on pouvait pas bouger comme on voulait. On a rejoint Michel Onfray, qui était l'entrepreneur de la région, qui nous a aidé à nous installer au départ. Au début, Vivoca, c'est quoi? Alors au début, Vivoca, c'est un rêve, comme beaucoup de startups. On voit Iron Man, on trouve que Jarvis c'est extraordinaire, on essaie de l'acheter, ça n'existe pas, alors on s'est dit on va le faire. Simple. C'est basique, avec du coup très peu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas de Google Home à l'époque, il n'y avait pas d'assistants vocaux, ça n'existait pas. C'était les débuts de Siri. Ok, d'accord. C'est à peu près les débuts de Siri. Donc on se lance du coup dans l'aventure, on recrute les bonnes personnes, on lève des fonds et on crée notre premier assistant qui s'appelle Zach. Donc c'est un petit hologramme qui est capable de comprendre tout ce qu'on lui dit et qui contrôle tous les objets connectés d'une pièce. On peut dire allume la lumière, mets-moi de la musique, augmente le chauffage. On commence à intéresser des groupes d'hôtels, groupe Accor, groupe Néo, etc. qui voulaient améliorer l'expérience des clients pendant leur séjour dans les chambres. On se développe jusqu'à 2020, arrivée du Covid. Et du coup, Zach, c'était une box en fait, c'était un produit physique, du hardware. Tout à fait. Et distribué dans les hôtels qui, début Covid, plus de clients, fermeture des hôtels, et donc le budget innovation pour faire des chambres innovantes avec des hologrammes, c'était plus vraiment la priorité, quoi. Exactement. On a pris une des plus grosses décisions pour la société Vivoca. On était assis sur une techno qui était en avance par rapport à ce qui existait. Donc à cette période, c'était justement les débuts de Google Home, d'Amazon Alexa. On savait que le contrôle vocal dans la domotique pour les hôtels, c'était pas le bon timing. Pour autant, on avait mis le doigt sur quelque chose. Donc on s'est dit, mais cette technologie, est-ce qu'elle peut pas servir à quelque chose d'autre? Donc on a fait un mode commando, on a vraiment fédéré toute l'équipe. On leur a dit, à partir de maintenant, pendant 8 semaines, vous allez uniquement passer votre temps à faire du commercial et à chercher
où est-ce que cette technologie pouvait avoir un impact. Et là, on a radicalement changé la perspective de Vivoca. On est passé d'un hardware, quelque part, d'une box, à un logiciel, le VDK, le Voice Development Kit. Qui reprenait le logiciel qu'il y avait dans ZAC, en fait. C'est ça, c'est un peu l'IA qu'il y avait à l'intérieur de ZAC. Ok. Et ce logiciel qu'on vend encore aujourd'hui, on est à la version 5, ça permet à n'importe quelle entreprise de mettre une interface vocale dans n'importe quel device. Ça peut être un sous-marin, ça peut être un cockpit d'avion, ça peut être un robot, ça peut être une application mobile, ça peut être... Et on a vendu ça et on continue du coup à exporter ça dans le monde entier. L'image que je prends, tu me corriges du coup si elle n'est pas parfaite, c'est que Google Home et Siri, c'est très très bien pour faire une action basique, mettre un réveil, tout simplement ouvrir ou fermer les volets, faire ce genre d'action. Assez simple. Par contre, dès qu'on parle et dès qu'on est dans un domaine très spécifique, si on est par exemple un chirurgien, si on est par exemple un mécano et qu'on pose une question très spécifique à une intelligence artificielle ou même à Google, il va pas comprendre. Il va nous répondre qu'il n'a pas compris la question. L'objectif du coup, c'est qu'avec le development kit que propose Vivoca, chacun puisse lui-même, sans compétence de code, c'est du no-code. Il y a du no-code si vous voulez tester et ça peut aller vraiment sur du très complexe en fonction de ce que vous voulez faire. Et d'accord. Et de la capacité de l'entreprise à le régler elle-même. Et du coup, de créer son propre langage et en gros de dire, pour faire très simple, à l'intelligence artificielle, moi quand je te demande la météo, ce que je veux c'est la variation des prix du Bitcoin sur 24 heures. Moi quand je te pose telle question, je veux que tu me répondes quelle liquidité il y a eu sur cette crypto-monnaie et je veux que tu me donnes des informations en rapport avec mon domaine professionnel et mes besoins. Et donc ça permet à l'utilisateur de faire du sur-mesure et d'apprendre à l'intelligence artificielle à communiquer avec lui selon son glossaire. Exactement, c'est testable directement en ligne. Le fait que ça fonctionne sans internet et en 42 langues, ça nous rend déjà vraiment différents des solutions comme Google, Amazon qui existent. Parce que du coup, tu prépares ton logiciel. Exactement. Et tu le mets dans n'importe quel hardware. Il faut qu'il y ait quoi? Un micro, une caméra, il faut qu'il y ait un micro, bien évidemment. Il faut que ça fonctionne sur un microprocesseur qui est un système d'exploitation et c'est compatible avec tout. D'accord. Et potentiellement une enceinte pour pouvoir répondre à l'utilisateur s'il y a besoin d'une réponse. Parfois, dans du command and control, on a besoin d'une réponse, parfois non. S'il y a un haut-parleur, on peut répondre. Et on peut même faire beaucoup plus que ça. À partir de ta voix aujourd'hui, je peux sortir bien évidemment ce que tu as dit. Je peux également savoir, est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Est-ce que tu es un homme ou une femme? À peu près ton âge. Il y a énormément d'informations. Des données dans la voix. Dans ta voix, tout à fait. D'accord. Qu'on peut extraire. D'où l'extraction des sentiments dans la voix et le fait qu'il y a certaines sociétés qui utilisent par exemple des analyses qui, quand tu as un coup de fil pour une urgence, les pompiers vont vérifier est-ce que c'est un canular ou pas, quelle est la chance que ce soit un canular ou que ce soit une vraie opération et qu'on ait besoin de se mobiliser. Très souvent, la biométrie vocale, c'est plus utilisé pour les personnes qui vont faire des gros virements journaliers pour détecter du coup des fraudes par exemple. La fraude au président en fait, le faux président. Fraude au président, ça peut être utilisé pour du contrôle système d'accès. D'accord. En double ou triple check. Donc ouais, la biométrie vocale est un système vraiment très robuste qui fonctionne. On nous demande souvent est-ce que si tu as la voix enrouée ou quoi, ça marche quand même. C'est très solide. Comment est-ce que tu vas la concevoir cette tech finalement? Parce que le client, lui, il a un usage. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible, qu'il puisse en gros avoir un assistant vocal qui répond à ses questions et qui l'aide vraiment, qui l'assiste vraiment. Comment est-ce que tu vas concevoir cette technologie et qu'est-ce qu'il te faut en fait? Quels sont les inputs et comment la data va intervenir là-dedans? Alors, pour concevoir cette solution, on utilise une technologie qui s'appelle le machine learning. Le machine learning, il faut voir ça un peu comme un cerveau humain. Le cerveau humain, c'est composé de synapses et de neurones. Donc ça, on va dire que c'est de la tech que font les développeurs, les ingénieurs, etc. C'est le programme. Mais ce programme-là, on va l'alimenter avec de la donnée. La donnée, c'est des exemples qu'on va lui donner pour qu'il comprenne, qu'il soit capable de reproduire. D'accord. Donc, par exemple, dans l'exemple d'un enfant, on va lui montrer du coup ce que c'est un chat, on va lui montrer plusieurs fois, puis son cerveau va intégrer le concept. C'est un animal du coup qui a 4 pattes, qui peut avoir cette couleur, qui miaule, etc. C'est exactement la même chose avec un système de machine learning. Et c'est là que le machine learning a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup d'occurrences, beaucoup de tentatives pour apprendre et pour essayer de reconnaître au mieux un objet et le reconnaître dans d'autres situations. Et c'est là qu'on voit également l'importance d'avoir de la donnée des exemples de qualité. Si je montre à un enfant du coup un chat et qu'en fait c'est un chien, il va faire des erreurs et c'est normal. Si je lui montre qu'un chat blanc, il va penser qu'un chat c'est toujours blanc. D'accord. Donc il faut que ce soit varié, de bonne qualité, diversifié et qu'il y ait beaucoup d'exemples. Du coup, Vivoca commence à construire de plus en plus d'assistants vocaux, uniquement en distribuant du software, plus du hardware. À quel moment tu as commencé à avoir du coup cette problématique de la donnée? Déjà, tu avais quoi comme gros clients? Quelques exemples de gros clients qui utilisaient Vivoca. Et à quel moment tu as tiqué et tu t'es dit, ok, là, je n'ai pas la donnée, j'ai pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire ce que mon client me demande parce que je manque de données. Alors quand on a commencé à lancer le VDK, on a eu des demandes internationales, principalement par des gros clients comme Vuzix, comme Scanning Pens, comme Thales, etc. Et certains d'entre eux, donc je prends Vuzix, l'un des leaders mondiaux du coup de Smart Glasses, les fameuses lunettes connectées, eux nous demandaient plus de langues. Et pour faire une langue, nous on avait besoin d'énormément de données.
Et la problématique, c'était que tout d'abord, on regardait ce qui était en open source, ce qui était disponible gratuitement. Quand c'était pas le cas, ben, on essayait d'aller en acheter. Et c'est là qu'on a vu des grosses problématiques. Donc tu as déjà une langue dans tes lunettes, donc tu peux déjà communiquer avec une certaine langue. Et donc là, je présume que tu as deux solutions. Soit tu mets un traducteur qui peut traduire toutes les autres langues, soit tu dois l'entraîner pour que l'IA puisse reconnaître la voix. On recommence à zéro. C'est pas parce que ça marche en anglais que ça marche en français. Ok. Donc il faut mettre un moteur qui fonctionne comme français. En fait, on a énormément de systèmes de machine learning différents. Parce que sinon, il va pas comprendre l'input, en fait, la voix de la personne. Et du coup, pour créer une nouvelle voix, c'est là qu'il te faut énormément de données et qu'il va te falloir des milliers d'heures de voix pour pouvoir l'entraîner. Exactement. Une nouvelle voix égale un nouveau modèle. C'est pas un modèle qui comprend toutes les langues, on a un modèle par voix pour que ce soit le plus petit possible en termes de mémoire et que ça puisse être mis dans les lunettes. Sinon, ça ferait des gigas. D'accord. Et ça prendrait également de la place, et parce que ça prend de l'espace de stockage, etc. Tout à fait. Il y avait 3 grandes façons pour obtenir de la donnée. Soit elle est open source, elle est gratuite, mais généralement elle est très très peu qualitative. Alors ça dépend, elle peut être très qualitative, mais que sur certaines langues. Tu vois, en américain, tu peux en avoir. Ouais, parce que c'est très très répandu et qu'il y en a beaucoup. Et dès que tu veux quelque chose de très spécifique, tu l'as pas. Exactement. Soit tu vas la produire toi-même. Donc tu vas par exemple recruter des hommes et des femmes pour une certaine période de temps qui vont prononcer des phrases et qui vont te permettre de te créer ton dataset en fait, mais ta base de données. Des dizaines de milliers de personnes, donc c'est très compliqué. Ok. Soit le dernier point, tu vas essayer d'acheter ces données à une entreprise qui elle a beaucoup d'infos. Et d'ailleurs là, je me souviens des premières discussions où on voyait certains prix de vente d'entreprise où pour une voix elle demandait 2 à 3 euros, et je me souviens de cette expression que tu avais eue en mode mais il y a que dans la crypto-monnaie qu'on peut être payé 3 euros pour répéter une phrase. Le premier tilt. Effectivement, ouais. Et des fois la qualité elle n'est pas au rendez-vous non plus. Alors on a eu énormément de problèmes. Déjà le prix c'est un des problèmes. Donc par exemple on avait un client qui souhaitait qu'on fasse une IA vocale qui comprenait le roumain. Donc pour faire une IA vocale il faut entre 1000 et 2000 heures d'audio. On prend certains devis, du coup, d'une société qui était capable du coup d'en vendre, et on voyait sur les devis, ça pouvait aller entre 100 et 200 000 $. Donc c'était très très cher. Ouais, et puis surtout s'il y a une seule demande, créer tout le moteur pour un seul client une fois, soit tu lui vends très cher et ça l'intéresse pas, soit tu arrives à le vendre à plein d'entreprises, mais rares sont les moments où tu as 8 entreprises qui ont le même besoin spécifique en fait. Alors, il y en a quand même beaucoup. Okay. C'est un investissement, une barrière à l'entrée qui est considérable. Par contre, derrière, n'importe qui a besoin d'un assistant ou d'une interface vocale en roumain, tu pourras lui vendre. C'est un investissement quand même certain. Mais c'est quand même pas donné. Et puis après, c'est pas la même chose entre un assistant standard dans un environnement comme celui-ci, pas très bruyant, ou un assistant spécialisé dans le médical, ou un assistant spécialisé dans l'industrie où il y a des gros bruits de fond, ou dans l'aéronautique. C'est vrai que tu fais Siri, tu dois être prêt à répondre à l'utilisateur alors qu'il marche dans la rue. Donc en fonction de ton client, tu n'as pas besoin de la même diversité de données non plus. Ça va même jusqu'à la façon dont tu vas l'enregistrer, avec quel type de micro. Est-ce que c'est du mono-micro ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est du close talk ou est-ce que c'est du far field? Ça doit comprendre de loin. C'est extrêmement varié. Et du coup, je présume que du Siri, tu dois être capable de tout. Donc Siri doit avoir une première input de circonstance en mode ok, est-ce que là mon utilisateur il est dans la rue ou il est à la maison? Et s'il est dans la rue, ben il faut que j'arrive à faire abstraction des bruits autour. Enfin, ça doit être... Alors, tu as une première phase qui va dépendre du hardware. La data qui a entraîné Siri est produite à partir du micro de téléphone. Ok. Exactement. Après, tu vas avoir une couche software. On entend que c'est du bruit de fond, on entend que il y a tellement de choses. Okay. Beamforming par exemple. Maintenant sur le nouveau système, je pose un assistant vocal, je commence à lui parler. Si tu continues à parler en même temps, le fait qu'il y ait plusieurs micros, il sait que c'est à moi qui dois répondre. Il t'écoute plus. C'est ce qu'ils font dans la voiture par exemple. Ok, pour quand les micros de targetés. Les voitures. Ok, d'accord. C'est un des systèmes. Et donc il y a encore tellement de besoins spécifiques. Tu te retrouves à chaque fois que tu veux créer quelque chose dans la voix, à devoir créer mine de rien un moteur et donc à obtenir des données qualitatives et diversifiées sur le besoin spécifique, très précis. Exactement. De plus en plus, on a des bases quand même un peu communes qu'on va améliorer avec de la donnée spécifique, qui viennent des bons micros, qui viennent des bonnes personnes, qui viennent du bon environnement, qui a été enregistré correctement. Deuxième problématique, outre le prix, qu'on a eu également, c'est la qualité des datasets. Combien de fois on récupère un dataset d'une langue, par exemple, je prends le roumain, qui était censé du coup provenir de roumain natif, t'écoutes, et c'est n'importe quoi, c'est des Espagnols qui parlent roumain, donc avec un accent, donc la donnée est biaisée. Et combien de fois on a dû jeter du coup la moitié du dataset, alors tout simplement on pouvait pas s'en servir. Également, problème de diversité. Troisième problème, tu ouvres un dataset et tu rends compte que la donnée est plutôt qualitative, mais elle est produite par 95% d'hommes, donc que 5% de femmes. Sans surprise, ça comprend moins bien les femmes et mieux les hommes. C'est un des exemples. Pareil pour les enfants, pareil pour les femmes. On peut imaginer toutes les variantes. Donc pour réussir à faire un super assistant vocal, il faut que la data soit homogène
autant d'hommes que de femmes, enregistrés avec des micros différents, des âges différents, des bruits de fond différents, que la qualité soit vraiment top par rapport à ce qu'on veut en faire, au niveau des bruits de fond, au niveau de la résonance, au niveau du type de micro. Et le but, c'est de réussir à fournir, de récupérer tout ça à un prix qui soit raisonnable. C'est à ce moment-là, parce que pour faute de moyens et faute de datasets intéressants et disponibles sur le marché, que tu as commencé à chercher comment tu pouvais la collecter, cette donnée, et que tu as commencé à t'ouvrir aux autres techs pour voir qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut améliorer ce modèle-là. C'est ça. Alors en fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée en disant mais toutes ces problématiques, on peut les résoudre avec des technos qu'on connaît, comme la blockchain. Donc on a commencé vraiment à s'y intéresser. Surtout, on s'est rendu compte que c'était pas une problématique qui était propre au machine learning, à la data collection dans le monde de la reconnaissance vocale. C'était une problématique qu'avait n'importe quelle boîte qui faisait de l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'image, que ce soit dans le texte, que ce soit dans la vidéo, de partout. Et c'est là qu'on a dit il y a vraiment un truc à faire énorme et ça n'existe pas. Parce que ouais, une intelligence artificielle comme, je sais pas moi, DALL-E, quand elle va générer une image, elle va se baser sur un dataset d'images existantes qu'elle connaît et elle va essayer de reproduire en fonction de milliers d'inputs qu'elle va avoir eu. Donc c'est exactement la même chose, mais à n'importe quel modèle IA existant. Tout à fait. C'est exactement, dès qu'il y a du machine learning ou du deep learning ou autre, c'est le même concept. Il y a besoin de data pour entraîner le système va recracher après une amélioration. Et avec la même granulosité de qualité de cette donnée et diversifiée. Ça, c'est l'objectif. Du coup, comment t'en arrives à Tada? Et finalement, en une ligne, si toi tu devais l'expliquer, c'est quoi Tada et quel est l'angle que tu adoptes pour essayer de répondre à ça finalement? On a cherché une solution qui nous permettait d'avoir de la donnée suffisamment diversifiée, de la manière la plus rapide possible et à un prix qui soit juste. On avait d'un côté des besoins des entreprises et d'un côté une communauté qu'on pouvait imaginer worldwide qui serait capable, par l'intermédiaire d'un smartphone, de faire des tâches très simples. Prendre une photo, prendre une vidéo, lire une phrase, faire une correction, faire une traduction. Mais en fait, on a juste joint les deux grâce à la blockchain. C'est aussi simple que ça, sur une application mobile. Et ça, c'est le pan collecte. Il y a le deuxième pan qui est vérification et qualité et qui fait que du coup, les autres utilisateurs qui des fois n'ont pas la compétence, parce que si on te demande de faire un truc en langage roumain, je pourrais jamais faire la to-do et je pourrais jamais être rémunéré pour ça. Par contre, ce que je peux, c'est dans d'autres domaines où je n'ai pas la compétence de production, mais où j'ai la compétence de vérification, je peux vérifier les données qui ont été produites par d'autres utilisateurs, obtenir des tokens en reward pour la vérification et non pas pour la production de cette donnée. Et donc c'est vraiment un modèle d'un point de vue communautaire, d'un point de vue de la production très décentralisé, parce que ce sont des pairs qui vont valider le travail d'autres pairs et qui vont permettre d'avoir un output, donc un dataset final, le plus proche possible de la demande et dans un temps réduit. Exactement. Et en fait, on a eu cette idée-là, principalement parce qu'on a vu sur le marché actuel des gros scandales où des personnes, des utilisateurs, principalement en Asie, qui répondaient déjà aux besoins de fournir de la data par ces fameux intermédiaires Web 2 et qui se plaignaient de ne pas se faire rémunérer pour ce qu'ils avaient produit. Et les entreprises en face leur disaient « on vous a payé que la moitié parce que la qualité n'était pas bonne ». Quelle est la preuve de ça ? T'as pas de traçabilité en fait, c'était ça ? Exactement. Grâce du coup à la blockchain, on peut fournir cette traçabilité, mais on peut leur dire même à eux « non, vous n'avez pas été payé parce que utilisateurs 2, 3 et 134 ont dit qu'il y avait du bruit de fond ». Et tout ça, on peut le prouver. C'est sur la blockchain. De la même façon que je peux dire à mes clients « non, je vous promets que la data a été validée 4 fois et je peux le prouver ». Parce que jusqu'à maintenant, les datasets qu'on achetait, qui étaient d'une qualité discutable, on nous disait non, top qualité. Ah oui, si je te vends quelque chose, je veux dire que c'est la top qualité. Moi, je peux le prouver. On va en faire une démo rapide. À l'heure actuelle, l'application est disponible en bêta. D'ailleurs, on va mettre un code sous cette vidéo permettant à un peu plus de 200 personnes de télécharger la bêta actuelle. La version officielle, publique, tu aimerais la sortir dans quelques mois ? Ce sera dans les prochains mois. Et à ce moment-là, entre aujourd'hui la version qui existe et qui est encore centralisée de collecte de données et la distribution publique que tu veux en faire, c'est à ce moment-là que normalement il y aura eu le raccordement blockchain et qu'il y aura eu finalement cette traçabilité sur tous les flux. C'est ça. Alors en fait, ça va être étape par étape. Moi, ma logique, elle est très Web 2. On a eu une idée, on la confronte au marché, on adapte la logique métier et quand on maîtrise vraiment l'attraction, on commence à dupliquer, on refait les implémentations techniques étape par étape. La première va être de rendre du coup les premiers, ce qu'on appelle price pool, disponibles sur la blockchain, puis ensuite la traçabilité, tout. Et petit à petit, on pourra arriver vers la décentralisation, vers un changement d'énormément de choses en fait qu'on pourra présenter avec l'application. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup parce que quand on en avait parlé tous les deux, tu avais une réponse beaucoup plus tech que moi sur le pourquoi l'IA explose maintenant. Pour moi, c'était le fait que maintenant qu'il y a ChatGPT finalement, qui a ouvert la voie, c'est le fait que l'IA était déjà une révolution. Il y avait déjà des IA qui lisaient mieux finalement les scanners que certains médecins. Il y avait déjà des IA qui battaient les joueurs d'échecs à plat de couture. Pour moi, ça a commencé à exploser maintenant parce que pour la première fois, monsieur tout le monde en a pris conscience. C'est le côté adoption. Tout le monde peut avec ChatGPT rapidement faire une petite fonction, l'utiliser et se dire waouh.
Là, c'est flippant là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est en train d'exploser. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, alors il y a ce côté adoption et prise de conscience de ce que l'IA était vraiment, mais il y a également des verrous techniques qui sont levés. Tout à fait. En fait, c'est pas un hasard. Si les gens s'en rendent compte aujourd'hui, effectivement, il y a l'adoption, il y a le fait que ça marche bien, mais il y a également le fait que ce soit possible. Ça n'était pas il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à bosser dans l'IA, en fait, il y avait énormément de limites techniques. Ce qu'on avait dans la tête, on pouvait pas forcément le faire. La bande passante n'était pas la même, la connexion Internet, la capacité de la mémoire, la capacité des processeurs, la capacité de stockage. Donc on était limité à utiliser des systèmes qui pouvaient être très performants, mais sur un domaine très précis. Le GPS avec Waze, qui utilise de l'IA derrière, Watson dans le médical, et en fait il y avait beaucoup d'IA comme ça. ChatGPT, je dirais que ça a été la première IA réellement générique. Par contre, ce que ça dit aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ces limitations techniques. D'ailleurs, nos téléphones sont plus puissants que les ordi de l'année dernière. Ouais. Donc maintenant, la seule limitation qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Ça va aller très très vite, et quelque part, la donnée, la data, c'est le fuel de l'intelligence artificielle. Ça va aller tout aussi vite. Ce sera pour de l'intelligence artificielle qu'il y aura le plus grand nombre de clients qui passeront par Tada et qui viendront acheter de la donnée ? Principalement. Donc il y a d'autres use cases derrière, mais effectivement. En tout cas, c'est ça aujourd'hui, et c'est ça qu'on a visé. Ouais, sur le marché et sur le Tada, potentiel du marché, c'est très clairement le segment qui est targeté par Tada. Tout à fait. Et on est convaincu qu'en réalité, c'est que le début. Les IA, pour l'instant, elles sont réactives. On dit à Google Home de faire quelque chose, il l'exécute, on lui pose une question, il répond. Je suis convaincu que les IA du futur, déjà, elles seront interopérables, elles vont être proactives, elles vont vous connaître, elles vont vous pousser de la donnée, de l'information qui va être pertinente pour vous. Et en fait, ça va vraiment, je pense, révolutionner certains métiers. Est-ce que tu identifies des limites aujourd'hui à l'IA et des limites qui pourraient potentiellement être levées par la blockchain ou des problèmes qui pourraient être solutionnés par la techno-blockchain sur l'intelligence artificielle et son développement ? Il y en a plusieurs. Je dirais que la principale d'entre elles, c'est pas une limite technique, mais ça va être une limite autour de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui créent vraiment du coup de la donnée dans différents métiers, un journaliste, un photographe, etc. Ces personnes se font payer, et c'est normal, pour ce qu'elles produisent. Imagine maintenant que tu as besoin d'une image pour ton site internet. Donc, tu vas pas demander à un photographe de te la faire, tu vas demander à une journée. Voilà, tu la génères. Tu vas pas la payer, ou tu payes ton abonnement à quelques dizaines d'euros par mois. Mais du coup, cette IA, pour réussir à te fournir cette photo, elle s'est basée sur 20 000 photos. Elle s'est basée sur énormément de photos qui ont été faites elles-mêmes par des vrais humains qui n'ont pas été rémunérés. On pourrait imaginer que grâce à la blockchain, on arrive vraiment, par des systèmes basiques de traçabilité, dire cette photo a été générée par rapport à 18 000 crédits de 18 000 photos différentes et répartir les royalties aux bonnes personnes. Okay. Ça pourrait être une solution à cette problématique. Et ce serait du coup un modèle d'IA qui, quand il produit le contenu, va tracer en fait avec la blockchain et va marquer les contenus qu'il a utilisés pour. Exactement. C'est un exemple, mais on sait que l'IA va pouvoir révolutionner certains domaines, mais qui aura la propriété de ce qui va être créé ? D'accord. Et ça, c'est un vrai problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. Écoute, j'aimerais qu'on fasse une petite démonstration rapide de ce qu'est Tada aujourd'hui, puisqu'après, moi, je vais te poser des questions sur, comment est-ce que tu aimerais que Tada devienne demain ? C'est quoi la vision plus long terme ? Et comment ce modèle qui, à la base, était que pour la voix dans l'idée, mais qui finalement est pour la data, d'où le nom Tada d'ailleurs, et quelle est ta vision plus long terme du développement de ce projet et quels sont les risques identifiés d'un point de vue business, d'un point de vue tech, présentation de l'application. Présentation de l'application. Là, c'est le dashboard utilisateur. C'est ça. Bon, donc tu arrives, alors là, bien évidemment, donc ça, c'est fonctionnel aujourd'hui. Pour ceux qui utilisent la bêta, c'est maintenant. Ça, c'est déjà la bêta, du coup, qui est disponible pour les personnes qui ont été whitelistées. Donc, il vous faut un code pour être whitelisté. Seule différence, le token n'est pas encore connecté au vrai token de la blockchain. Exactement. C'est pour ça que quand vous vous connectez, on vous demande de mettre une petite adresse pour peut-être une petite surprise. Bien évidemment, donc là je l'ai pas fait, mais je me suis rempli un profil. Dans le profil, il y a qui je suis, qu'est-ce que je sais, les langues que je parle, etc., etc. Et en fonction du coup de mon profil, on va pouvoir me ventiler les bonnes tâches. Donc là, c'est pour que tu puisses recevoir des missions avec des données à générer dont tu es capable, dont tu as la compétence. Exactement. Et au fil de l'eau, plus il va y avoir de missions différentes, plus il va y avoir à mettre à jour son profil utilisateur régulièrement pour dire je sais faire ça, je sais pas faire ça, je sais prendre des photos, je sais vérifier du texte, etc., etc. Exactement. Donc là, je vais directement aller pour vous montrer les tâches parce que le dashboard est assez classique. Différents types de tâches sont déjà disponibles. De la photo, de la vidéo, de la classification d'images, etc. Donc là, par exemple, on va tomber sur une tâche d'audio-production. La tâche historique, la plus simple. On va me demander d'être dans un endroit calme, sans écho ni de bruit de fond, et de lire une phrase. Il n'y a pas plus simple. Juste ici. Dans la poursuite, Ben est tué accidentellement par Billy Boy. Donc là, je réécoute. Dans la poursuite, Ben est tué accidentellement par Billy Boy. Parfait. Plutôt pas mal. Je soumets. Donc là, il y a le fameux système de caution. Pour éviter que je fasse n'importe quoi, comme ça se fait beaucoup dans les exemples que j'ai cités précédemment, où les personnes font des multicomptes et font les tâches vraiment à l'arrache, quitte à se tromper, c'est pas grave. Ben là, si je fournis une mauvaise donnée, les vérificateurs vont dire non,
la donnée n'est pas bonne. Donc l'entreprise finalement ne récupérera pas la data, je ne serai pas payé, mais les vérificateurs, il faut bien les payer quand même. Donc en fait, je vais perdre ma caution, donc déjà ça va m'incentiver à bien bosser, et cette caution va servir en partie à les payer. Ça marche. Et tout ça sera géré par smart contract sur la distribution. Exactement, tout sera directement suivi, transparent. Je confirme, et je passe à la tâche d'après, succès, la mission a été envoyée, je peux faire ça encore et encore. Donc là, je me mets dans la peau d'un vérificateur, mais je suis un utilisateur, du coup, similaire. Et pour le coup, c'est une tâche comme une autre. Ça reste un truc à vérifier, tu as quand même une caution pour pouvoir vérifier, et si tu vérifies mal, tu peux perdre ta caution. Exactement. À ce titre, ayant contribué au relais en série, il est médaillé d'argent. C'est un homme qui parle, il n'y avait pas de bruit de fond. Il a dit à ce titre, ayant contribué à un relais en série, il est médaillé d'argent. Toc. Donc là, en tant que vérificateur, moi, je valide du coup ce qu'il a fait. Il y a d'autres vérificateurs qui font exactement la même tâche pour être sûr que moi-même, je ne fasse pas n'importe quoi. D'accord. Et si le consensus global est bon... Puis ça dépend du client. Le client peut dire, je veux 5 vérificateurs qui disent oui, j'en veux que 3 sur 5. Enfin, le client, en fait, quand il va venir acheter sa donnée, il peut régler et en fait, il a ses paramètres et il peut dire, ben moi, je veux qu'il y ait beaucoup de monde en très peu de temps. S'il veut payer moins, il peut dire, ben moi, j'ai 2 mois pour récupérer ma donnée. Et en fait, il va régler le niveau de qualité et le niveau de quantité dont il a besoin pour faire ça. Après, les clients sont également conscients que s'ils veulent un niveau de qualité énorme avec beaucoup de vérificateurs, pour que ce soit suffisamment attractif pour les utilisateurs, il faut qu'ils payent plus cher. Du coup, le prix, il y aura peut-être des choses plus ou moins chères, mais ce sera finalement le vrai prix. Ce sera le prix auquel il y a une demande. Et si vous n'êtes pas assez cher, juste personne ne va faire votre tâche, en fait, finalement. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, quelles sont les fonctions qui sont couvertes par TADA sur là, maintenant, tout de suite, en bêta? Et tu veux tendre vers quoi à terme, sur du moyen terme, moyen-long terme? On a de la vidéo qui sert à des IA de sécurité aujourd'hui, on a de la classification d'images, on a de la voix, de la vérification de voix. Donc ça, c'est ce qui est déjà implémenté aujourd'hui. On va tendre vers déjà tout un ensemble de différentes classifications d'images, bounding box, segmentation. Bounding box, c'est quoi? Tu vois les captchas qu'il y a sur Internet? Ouais. C'est un concept un peu comme ça. C'est pas exactement ça, mais l'idée, c'est de dire, voilà, dans une image, qu'est-ce qui est à quel endroit. Ok, et c'est pour éduquer de l'IA, finalement? Ouais, c'est ça, toujours pour éduquer de l'IA. On va rajouter tout ce qui va être textuel et on va pouvoir rajouter à terme, il y a énormément de choses. Et des tâches de vérification qui vont avec toutes ces productions, je présume. Et des tâches de vérification qui vont avec toutes ces productions. Donc après, il y a des menus du coup assez classiques. Donc chaque semaine, on lance un price pool avec les utilisateurs du coup qui sont sur le podium, on va GoFred, Bibus, etc. et qui se répartissent un pot commun. Et après, c'est des menus assez classiques où tu vois les historiques, tu vois le podium, tu vois les parrainages, etc., etc. Ça, c'est la bêta actuellement. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu expliques un petit peu vers quoi est-ce que tu aimerais tendre avec l'application mobile et qu'est-ce que tu aimerais, entre guillemets, rajouter les 2-3 axes de développement qu'elle devrait avoir dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors pour nous, il y a quelque chose qui va être très important sur l'application, ça va être de la rendre la plus ludique possible. Pourquoi? Parce qu'on le veut adresser pas uniquement les utilisateurs du Web 3 qui connaissent la crypto, mais en fait tout le monde du Web 2. Il faut que n'importe qui puisse réussir à utiliser TADA de manière la plus simple possible. Pour faire ça, l'application doit être ludique, elle doit être user-friendly, et c'est pour ça qu'on travaille sur des systèmes de gamification pour essayer de rendre un environnement très complexe le plus accessible possible. Donc ça, on a déjà commencé d'ailleurs par les phases de bêta, c'est pour ça qu'on a annoncé le TAD, c'est pour ça qu'il y a le système d'énergie. Donc le TAD, c'est la mascotte finalement où chacun va avoir son TAD et va le faire progresser. Exactement. On va le faire progresser, il va pouvoir interagir avec différents items. On a pensé à énormément de choses qui vont être revues, testées et puis améliorées. Ça va faire une partie intégrante, je pense, du succès de TADA et de cet effet boule de neige que ça pourrait avoir. On avait parlé dans cette gamification, il fallait faire attention à ce que ce soit pas un pay to win et qu'en fait on puisse améliorer son personnage en obtenant certaines choses, notamment augmenter l'énergie et donc le nombre de tâches qu'on peut faire tous les jours. Mais de l'autre côté, que ce ne soit pas non plus cheaté et que ce ne soit pas non plus uniquement pour ceux qui ont amélioré leurs TADS et pas pour ceux qui ont décidé de pas trop jouer le côté gamification de l'appli. Exactement, et de la même manière que les price pools, le système de répartition, on essaie de le revoir chaque semaine pour essayer à la fois qu'il soit incentivant pour les personnes à ne pas faire uniquement des tâches mais à interagir avec l'écosystème et pas trop pénalisant non plus pour les personnes qui vont venir faire que 3 tâches par semaine. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver qui est pas évident. Et quand l'application sera directement connectée à la blockchain, ce price pool qui là va être au début distribué dès qu'il y aura le système par token distribué à la main, le price pool sera automatiquement connecté à la blockchain et il y aura une partie de la supply communautaire, la nouvelle supply libérée, qui sera distribuée aux utilisateurs actifs qui réalisent les tâches. Exactement. Alors, comment fonctionne ce système de supply libéré? Grosso modo, toutes les demandes qu'on va avoir côté client vont amener un buyback sur le marché. Et une partie de ces tokens vont être distribués au price pool. Quand les clients commandent, ça achète du TADA et avec ce TADA, ça achète la donnée.
Et du coup, une partie des TADA achetés par les clients pour générer leur demande de données vont être directement rachetés sur le marché. C'est ça, exactement. Donc le concept est un peu plus compliqué que ça parce que ça va pas être fait d'un coup à la signature. Enfin, ça va être lissé. Il y a différentes mécaniques pour que ce soit fait correctement. Mais grosso modo, les utilisateurs vont recevoir des TADA en échange de la donnée. Et les clients vont payer, que ce soit en TADA ou en fiat. Or, très souvent, ils vont payer en fiat et nous, on va faire du coup l'achat pour eux. C'est ça qui va boucler la boucle. Après, une partie du revenu va être pour l'entreprise, une partie va être burnée, une partie va être pour les stakers et la majeure partie va partir à la communauté par l'intermédiaire des price pools. Price pools qui seront également alimentés avec d'autres sources de revenus. Par exemple, si tu fais un peu le calcul avec les cautions, tu as dû t'apercevoir que si tu es un vérificateur et que tu perds ta caution, parce que tu as dit que la data était pas bonne alors qu'elle était bonne, ta caution sert pas à payer d'autres vérificateurs, parce que tout le monde a été payé. Du coup, cet argent, où il va? Mais il va être splitté entre différentes choses, dont une partie va être reversée au price pool, qui va augmenter du coup le gain des utilisateurs qui auront bien travaillé. Il y a tout un système comme ça qui a été pensé. La gamification, mais finalement, l'application tend vers la collecte de données, ok, mais c'est du microtasking. C'est-à-dire que c'est pas, on a le collecter une donnée, mais en réalité, à terme, ça peut être réaliser une action sans pour autant que ça génère une donnée. Peut-être qu'il y aura des actions à faire qui ne demanderont pas non plus de vérificateur. Donc moi, c'est ce que je t'avais dit. Alors tu m'avais dit que ça se limitait pas à ça, mais moi je t'ai dit, mais à un moment, finalement, si on veut vraiment voir la vision très loin, c'est un concurrent de Fiverr. C'est un concurrent de toutes les marketplaces de microtasking. Tout à fait. À partir du moment où il y a un besoin qui peut être effectué par une personne, par un individu, avec que ce soit un téléphone ou même des wearables, on en parlera, du coup TADA a du sens. C'est pas forcément une entreprise. Aujourd'hui c'est le cas parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, une entreprise dans l'IA, mais à terme c'est n'importe quelle entreprise, voire même n'importe quel particulier. Et ça pour le coup dans l'action et dans la façon d'exécuter le truc, c'est de la décentralisation. Enfin comme Uber c'était la décentralisation du chauffeur et de la demande de déplacement, comme Airbnb c'était la décentralisation de celui qui va louer et celui qui avait besoin d'une location courte durée, ça va dans ce modèle-là, d'où la décentralisation du microtasking. Exactement. Si on tire sur le fil et qu'on suit vraiment cette piste, ce serait la suite logique de TADA. Alors est-ce que ça va prendre plusieurs trimestres, années ou plus, parce qu'il y a un travail qui est énorme, mais c'est clairement du coup l'objectif. Le dernier point que je voulais aborder et qui pour moi ce sera vraiment à ce moment-là que la boucle sera bouclée et que en fait ce sera un cercle fermé qui peut devenir vertueux et qui peut vraiment changer d'échelle encore plus qu'on l'imagine. Au début tu l'as dit, c'est des demandes clients qui vont venir entre guillemets acheter des tokens qui vont alimenter ce système-là, donc faut qu'il y ait cette demande. L'objectif in fine, c'est que n'importe quel utilisateur puisse venir faire une demande bien spécifique, puisse dire moi je suis prêt à payer pour ça, une traduction sous une vidéo, une vérification, un prompt, peu importe, n'importe quel besoin, et que ce soit d'autres utilisateurs qui disent alors ça je prends pas, ça je veux être alerté quand il y a des tâches du genre, celle-là je veux pas être alerté, là je veux être alerté mais que quand on me propose tant au moins pour faire la tâche, et qu'à ce moment-là, n'importe qui puisse venir et être non pas seulement le producteur et le vérificateur, mais également le demandeur. Et là, c'est un modèle qui peut vraiment scaler parce que c'est un modèle qui devient réellement décentralisé dans le sens où Monsieur Tout-le-Monde vient générer une demande et Monsieur Tout-le-Monde peut la produire et un autre Monsieur Tout-le-Monde peut la vérifier. C'est l'humanité qui répond au problème de l'humanité, ce que tu as dit. Et la réalité, c'est que TADA, finalement, l'application mobile, c'est une logistique en fait. C'est une tech de mise en relation, d'exécution et de vérification. Exactement. Et là, on s'est enflammé. Là, on a commencé à avoir quelques idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, évidemment, c'est des idées qu'on a eu même très tôt, qui nous ont chauffé. Mais moi, je vais parler après de l'idée qui, moi, m'a particulièrement plu. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce qui n'existe pas encore? Le but, c'est de pouvoir montrer le potentiel de l'outil s'il est fonctionnel comme on le souhaite. Quelques autres exemples parlants de ce qu'on pourrait faire avec TADA. Il y en a une flopée et du coup, 2 ou 3 vont vous être choisis dans cette vidéo. Déjà, les sondages. J'imagine qu'une grosse partie d'entre vous se sont fait déjà déranger un samedi après-midi par une personne qui vous appelle. Est-ce que vous avez 49 minutes à nous accorder pour un sondage qui vous sera rémunéré 12 € et on va vous poser des questions. Imaginez que vous êtes une entreprise qui a besoin de faire un sondage, au lieu de faire ça, de passer par un prestat qui va vous mettre 4 semaines avant de vous donner du coup des retours et qui va déranger des gens, vous mettez du coup vos questions, vous ciblez exactement, parce que c'est ça qui est intéressant, à qui est-ce que vous voulez ventiler ce sondage, parce qu'on connaît du coup la communauté, et en tant qu'utilisateur, vous recevez, tiens, moi je suis qualifié pour ce sondage, vous répondez aux 17 questions, vous êtes payé. On passe du coup de quelque chose qui va être très cher pour l'entreprise et elle va récupérer de la donnée en plusieurs semaines à quelque chose qui va avoir un prix abordable et qui va peut-être être ventilé en 30 minutes. Et ça c'est drôle parce qu'il y a déjà des entreprises qui font des sondages spécialisés et qui commencent à cibler pour régler ce problème. On parlait également du voice-over. T'as une vidéo, tu veux présenter un produit, tu vas chercher 20 personnes dans ta boîte, t'essayes leur voix pour voir qui est. Alors qu'en fait, là, tu peux dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui prononce cette phrase-là, avec ce rythme, tu donnes un peu de contexte pour que ce soit cohérent, et après, t'écoutes 15 fichiers audio et tu prends celui que tu veux et celui qui correspond. Surtout dans le domaine médical, il y a besoin, en fait, d'énormément de données
pour réussir à faire des diagnostics et à comprendre certaines maladies. C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a tous des objets connectés, alors que ce soit une Apple Watch comme toi, ou ta bague ou autre, qui te permet quelque part d'avoir ta condition physique ou différentes données sur toi à un instant T dans un certain environnement. Et ça, c'est très intéressant pour les cabinets, les labos médicaux, ils sont prêts à payer très cher. Imagine par exemple qu'il y a des problématiques d'hypoxie, donc c'est-à-dire quand tu es en altitude et que tu n'arrives plus à respirer, réussir à faire des prélèvements ou d'avoir de la data d'alpinistes, très très compliqué. Il suffit tout simplement du coup d'équiper tous les alpinistes de ces fameux montres connectés. Grâce à Tada, tu récupères cette donnée. Et là, on en revient sur une base utilisateur. Plus il y aura de demandes spécifiques, plus dans tes options Tada, tu pourras dire j'ai des objets connectés, j'ai des bagues, j'ai des ci, j'ai des là. Et ensuite, ce sera à toi de dire cette donnée, je veux bien être mis au courant quand telle demande de données correspond à telle chose que je peux fournir. Pour le coup, ça reste évidemment le consentement de l'utilisateur sur la transmission. Et après, c'est à eux d'accepter ou pas la tâche à un instant T. Ils peuvent dire j'ai envie de faire ce type de tâche-là, pas l'accepter à un instant T. Tout simplement. Écoute, je pense qu'on peut, on peut aller très en profondeur si on lance le champ des possibles ici. Les chasseurs d'orage, si tu veux une photo spécifique, si tu veux pas aller imager, c'est Image Shutterstock, où tu vas aller acheter et payer des droits d'image, alors que là tu peux carrément dire à quelqu'un je veux cette situation-là, et toi si tu es capable de lui produire, tu lui fais. Moi, l'idée que j'avais eue, et je la pose ici parce que je trouve ça phénoménal, ce serait le fait que tu es carrément intégré par API dans ton Tada, un quadrillage, si tu veux, une surcouche logicielle que tu peux poser sur Pixelware, et que tu puisses dire voilà les amis, moi je mets un budget de temps, j'ai besoin qu'il y ait tel et tel utilisateur qui toutes les 5 minutes défende ce pixel, il doit rester en rouge. Je crois que c'est la technologie Ozu qui te permettait de répartir réellement qui est sur quel pixel à quel moment, et là tu arrives dans un truc où on en revient finalement à un combat, à une capacité d'agencer et de manager un groupe de personnes sur une tâche très précise et mathématique à un moment clé. Et là, tu peux lancer une flop, tu veux dire, je veux 5, 50, 500 personnes, à toi de régler les budgets, à toi de générer ta demande. Et là, je peux te dire que la défense de la CACORP et de leur territoire n'aurait pas du tout eu la même ampleur. Et ça, c'est des trucs que je trouve sympa parce que je pense que les meilleures idées n'ont pas été inventées. Et d'ailleurs, ça croise avec le budget de AirDrop, qui est pas vraiment AirDrop, c'est plus un giveaway, et qui va aller sur les 10 commentaires qui donnent les idées. Le but, c'est qu'elles soient constructives. Donc, que ce soit quelque chose de réalisable, que tu dises pas une idée qui sorte complètement du champ de ce qui est applicable et de ce qui est faisable. Deuxième chose, que ce soit utile, c'est-à-dire qu'il y ait réellement des gens qui soient finalement capables de dire ok, moi je serais prêt à mettre un budget pour qu'on réponde à ce problème pour moi, parce qu'aujourd'hui j'ai pas la solution. Et pour finir, que ce soit entre guillemets réalisable par les utilisateurs, parce que si tu es de l'autre côté du téléphone et que tu dois aller tout en haut du mont Everest, tu sais que tu as Inoxtag qui va peut-être le faire une fois, mais c'est tout quoi. Et tu vas pas avoir énormément de personnes qui pourront te répondre. Et on prendra, en fait c'est Tada pour le coup qui va choisir les 10 commentaires les plus pertinents, qui recevront chacun $2000 de jetons au prix du marché. Exactement. T'étais chaud avec la Pixelware, hein. Tu l'attendais celle-là. J'avais trop envie. En vrai, ce truc-là... C'est l'idée de PP. Hein. Déjà, c'est l'idée de PM, Wagon, pour ceux qui le connaissent sur Discord. Mais la Pixelware, c'est le truc à enflammer Owen, ça fait 2 semaines, il s'entraîne juste à la phrase. J'arrive au bureau, PM il est devant la porte. Il ouvre, il fait la Pixelware. On peut contrôler la Pixelware. Une armée de personnes pour défendre un drapeau. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de revenir sur les questions qu'on entend beaucoup sur la communauté. Pourquoi la blockchain ? Pourquoi un token ? Et pour le coup, pas la blockchain dans l'IA, mais bel et bien la blockchain dans Tada. Et tout ce qui va petit à petit être implémenté finalement. Et pourquoi ce jeton et son utilité ? Alors pourquoi la blockchain ? Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, déjà, pour reprendre du coup ce qu'on a expliqué au début de la vidéo, traçabilité, transparence. On peut montrer à notre communauté, vous avez gagné tant, parce que tant, on peut le prouver. De la même façon qu'on peut aller voir nos clients en disant la qualité, c'est vous qui choisissez les règles, elles sont respectées, on peut le prouver. Problématique ensuite du nombre de transactions qu'on doit effectuer. Imaginez 2 secondes que tout est fait sur la blockchain. On reprend l'exemple que j'ai cité au début. Pour faire un assistant vocal, il faut à peu près 1000 heures d'audio pour entraîner le système de machine learning. Lire une phrase, ça prend 3 secondes. Vous divisez du coup 1000 heures par 3 secondes, vous avez à peu près un peu plus d'1 million du coup de requêtes. N'oubliez pas que chaque transaction, chaque phrase qui est lue, doit être validée par 2, 3 ou 4 vérificateurs. Plusieurs millions de transactions. Ça, c'est un équilibre compliqué parce que ce serait plus facile de le centraliser dans une base de données, mais du coup, tu perds ce côté transparence externe que tu veux montrer. Tout à fait. Le positionnement, je te coupe du coup dans le sujet blockchain, mais Multiversix, pour plusieurs raisons. Alors, donc, d'une part, on va regarder effectivement les frais. Après, il y aura plusieurs étapes. On va commencer avec des bundles. Mais petit à petit, si on veut que tout soit décentralisé, Bundle, on doit avoir notre propre... regroupement de transactions. Hein. C'est ça. Tu regroupes X transactions pour des raisons de sécurité ou autres. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un petit malin de vérificateur regarde la blockchain et dit non, moi j'attends que les 3 autres vérificateurs ils aient répondu, puis je fais comme eux. Ah ouais. Oui, ça c'est et donc, tu as tout le monde qui va vérifier
mais une donnée qui, quand tu fais la transaction, quand tu es en train de créer la voie, tu sais déjà, tu as déjà l'ATX? Non, c'est quand c'est envoyé, mais c'est pareil. Moi, je suis un vérificateur, je prends le job et j'attends que les autres aient répondu. Et après, je fais comme eux. Ah ouais, et du coup, tu as tout le monde qui est d'accord et tu as une donnée qui est pas qualitative alors qu'elle le semble. Du coup, on récupère, on attend que tout s'est répondu et après, on met sur la blockchain la preuve. Ok, d'accord. Ça, c'est des petits Et la volonté, vu le flux de transactions, d'aller sur les sovereign chains finalement pour avoir votre propre souveraineté sur... Pour avoir notre propre souveraineté, pour ne pas être dépendant. Faut savoir qu'avec Tada, on est intimement convaincu qu'on peut adresser du coup les big players en IA. Les OpenAI, les Google, les Amazon, les Tesla, etc. Pour les adresser, alors déjà on doit pas avoir une image de start-up, on doit avoir des références, on doit être solide au niveau de la tech, on doit avoir une communauté qui atteint une certaine masse critique, on doit être vraiment du coup balèze et on doit être totalement souverain sur notre core tech en fait. Aujourd'hui en bêta, il y a marqué 5000 ici, mais ça évolue depuis, vous avez entre 10 à 15 000 personnes. Ouais, c'est ça. Tu vises combien, je sais pas moi, dans les 6 premiers mois, dans le lancement officiel? Beaucoup, mais je vous sortirai pas le nombre là. Oh, d'accord, ok. Et d'un point de vue proportionnel, tu penses essayer d'aller chercher du 10 ou 15 fois plus assez rapidement? Oui. Ça va être obligatoire? Alors, et plus que le nombre, il y a également la diversité des ton personnes. Échantillon. Si tu as 80 000 Français, c'est compliqué quoi. Deux types de tâches pour nous, pour que vous compreniez comment est-ce qu'on raisonne. Il y a des tâches où qui est-ce que vous êtes, ça va être important. Si je suis français et que je parle anglais avec un accent, je peux pas faire des tâches où il faut parler en chinois, par exemple. Donc cela, ça va être lié à moi, à la diversité de la communauté. Premier type de tâche. Deuxième type de tâche, ça va être des tâches qui vont être génériques. Prendre une photo d'un nuage. On s'en fout de qui je suis, il faut juste un appareil photo. Okay. En fonction de ça, on va avoir besoin d'une quantité et d'une variété. Ok. Et c'est pour ça qu'on onboard les clients aujourd'hui un par un, parce qu'en fonction du coup de l'onboarding qu'on va faire, on va pouvoir déjà vérifier si tout est clean et pour rétro-pédaler avec eux si besoin, mais également on va associer des fonctionnalités que notre communauté pourront être capables d'obtenir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Dans ce système-là, je voudrais que tu parles, c'est les points importants, que ce soit sur la masse critique à obtenir, que ce soit sur le concept de fédérer une communauté également, le token. Parce qu'évidemment, il y a différentes façons d'arriver aux mêmes fins. Pourquoi lancer ce token? Et du coup, pourquoi également le lancer avec Multiversix? La problématique pour n'importe qui de lancer un projet comme Tada, ça revient au concept de l'œuf et la poule. Il faut d'un coup énormément de demandes, mais d'un coup énormément d'offres. Si à l'un et pas l'autre, ça fonctionne. Uber avec 2 conducteurs et 2 mecs qui veulent bouger par mois, quoi. Exactement. Du coup, pour réussir à adresser du coup les gros, il faut qu'on ait une communauté qui soit très grosse. Mais il la faut directement. Si tu l'as petit à petit, la communauté n'a pas de quoi manger, ça fonctionne pas. Donc du coup, on a dû essayer de réfléchir à quelle est la mécanique pour essayer de lever, fédérer et animer une communauté le plus rapidement possible. On n'a pas réfléchi très longtemps. Il n'y a rien de mieux qu'un token pour avoir autant d'engagement aussi rapidement. Ça répond à tous les besoins. Ce qui fait que d'ailleurs, juste après la première phase de Launchpad, il y a plus de 10 000 personnes qui ont déjà des TADA sur leur adresse et qui sont déjà actifs on-chain. Et puis il y a également une réalité qui est la proximité avec Multiversix qui, la levée était en plein bear market. Alors ça c'est pour Multiversix. Pourquoi le choix de Multiversix? On avait différents critères au niveau technique, au niveau marketing, au niveau support. On voulait être sûr qu'on soit un projet important dans un écosystème parce que des problèmes, il y en aura. Dès qu'on a imaginé, dès qu'on n'imagine pas encore, nos principaux partenaires techniques doivent être capables de nous soutenir. C'est pas un secret, Multiversix a été notre lead investor sur le dernier round de levée. Ils nous ont aidés par l'intermédiaire du coup du Launchpad, ce qui était très important pour nous, pour les utilisateurs. On a eu des aides en marketing, en communication, sur le plan technique. Leur technologie était compatible avec du coup nos besoins. On a parlé des sovereign chains notamment. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti avec Multiversix. Également, le token et toute la vision qu'on a autour de ça, parce que même aujourd'hui, c'est déjà la centrale du coup névralgique de tout ce qu'on a communiqué, que ce soit pour le système de paiement, pour les mécanismes de rétention, pour les mécanismes autour des items, pour tout ça. Ça correspondait tout simplement à tout ce qu'on avait besoin. Point que je veux aborder également, Rust. Et est-ce que vocation de rester sur Multiversix ou d'avoir une cross-compatibilité à terme? Alors Rust est un langage de programmation qu'il faut utiliser pour pouvoir développer sur Multiversix. Donc pour nous, Multiversix a été en fait un point d'entrée parce qu'il correspondait, comme je l'ai dit, à toutes les contraintes techniques et autres qu'on avait. Mais Tada est un projet universel. Donc sur le court ou moyen terme, on devra s'ouvrir à tous les écosystèmes possibles. Et il y avait du coup également sur ce jeton la capacité de financer l'opération et de se développer tout en fédérant en même temps une communauté et en atteignant cette masse critique. Et pour finir, la gestion de micro-paiement on-chain. Que tu puisses derrière chaque flux réaliser ce micro-paiement et ce système de caution qui du coup est dépendant parce que c'est le garant de la qualité de ces différentes datas. Quels ont été les plus gros challenges tech sur ça justement, cet équilibre blockchain, token et ce lancement par rapport à finalement le vrai métier qui est de collecter de la donnée et de régler des problématiques sur la qualité de ce que tu vas collecter, quoi. Alors déjà, il faut voir qu'on avait, on va dire, certains avantages. On connaissait le domaine, on est dans le secteur depuis longtemps, donc... On avait des proximités et des contacts. On avait des proximités, donc pas mal d'accès. Par contre,
on vient du Web 2, et moi j'ai voulu faire les choses bien. Pour faire les choses bien, c'est à l'inverse quelque part des trends qu'on voit beaucoup dans la blockchain, où on communique, on fait après. Nous on s'est dit non, on va faire, quand ce sera prêt, du coup on sortira du bois. La bêta? La bêta notamment, mais même tout le reste. Un Tada est resté confidentiel plus de 2 ans. Vous êtes combien là aujourd'hui on est juste Focus Tada? Ouais, une grosse quinzaine, si je prends que les internes. Mais également, du coup, tout ça, ça veut dire que pendant 2 ans et demi, il faut financer. Pendant 2 ans et demi, on est en bear market pour trouver les bons partenaires. 2022. Hein. Ouais. On cherchait les partenaires qui allaient avoir une vision long terme avec nous. Il fallait directement préparer et avoir des tokenomics et token metrics compatibles avec un launchpad, compatibles avec d'éventuels listings, comme ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Et tout ça, du coup, ça se réfléchit très très en amont. Donc c'est pour ça que la première étape a été, je dirais, nécessaire pour faire un truc solide. On est très fiers de ce qu'on a réussi à faire jusque maintenant et c'est que le début. Mais également pas évidente parce que y a tellement de mauvaises portes qu'on aurait pu ouvrir en tant que raccourci et qu'on aurait payé plus tard. Que voilà, c'est toujours vraiment un équilibre. Ouais, puis, moi, je vois l'équilibre et puis les rapports de force à certains moments entre les personnes qui vont te financer, les personnes qui vont couvrir le projet et qui vont t'apporter le conseil, les personnes qui vont également le marcher, entre guillemets, et tu te retrouves à composer aussi bien avec le tribunal qu'est Twitter que les demandes internes et si tu veux être listé ici, tu dois rentrer dans certaines cases. Et c'est KuCoin qu'on a annoncé du coup aujourd'hui. Écoute, moi j'aimerais qu'on termine quand même sur quelque chose, parce que c'est d'autant plus important de par notre proximité, l'exposition qu'on peut avoir, ça fait partie de mon disclaimer et de mes responsabilités aussi. Les gens l'oublient. La startup c'est risqué, la startup crypto, des fois tu te dis bon, on va composer avec des éléments qu'on va découvrir finalement. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui sur le projet et quels sont les vrais risques en tant qu'entrepreneur que tu peux voir, mais que ce soit des risques business ou des risques tech, qu'est-ce que tu identifies aujourd'hui et que toi tu essayes déjà de mitiger et sur lequel tu dis ok, ça ce sont des points d'attention dans la construction de Tada qui vont être des facteurs clés et déterminants pour l'avenir quoi. Alors déjà je dirais que ça peut aller extrêmement vite. Ce qu'on peut réussir à targeter, quand on regarde même l'année dernière, plus de 60 milliards de dollars ont été dépensés par les boîtes IA pour obtenir de la data. On est sur quelque chose qui est totalement disruptif. Donc ça peut aller très très vite. Mais ça veut dire que les risques sont au moins aussi importants. Et des risques, il y en a plusieurs. Le risque technique, est-ce que du coup l'infrastructure qu'on va mettre en place worldwide va tenir le coup? Est-ce que du coup au niveau de la tech, il y aura vraiment aucune problématique? Est-ce qu'on va réussir à atteindre cette fameuse masse critique? Est-ce que le business va suivre de l'autre côté? Est-ce que les facteurs exogènes ne vont pas trop nous impacter? Donc tu l'as dit, on est dans le domaine de la blockchain et des cryptos, ça veut dire qu'il y a quand même un indicateur qui est le Bitcoin. T'as Bitcoin, t'as la régulation des crypto-monnaies, t'as plein de trucs qui ne dépendent pas du tout de toi. Donc, quoi. Pour tout ce qui est, je dirais, facteur interne à l'entreprise, on va faire de notre mieux, mais voilà, ça reste pas évident. Et d'un autre côté, les facteurs exogènes, de toute façon, on les subira si c'est positif comme si c'est négatif, et c'est à nous y préparer. L'évolution de la régulation et de la protection des données, c'est un truc qui peut vous affecter aussi ou pas? Alors c'est un truc... Parce que le problème, c'est que ça touche n'importe quelle géographie, ça touche des pays qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes lois. Alors, vis-à-vis de ça. Affecté, oui et non. Déjà, il faut voir quelque chose de très important, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ouais, donc ouais, au moins tu as les mêmes barrières que les autres. Quoi. Après, il y a également une réalité avec le jeton. Ça va nous permettre du coup de pouvoir accélérer, on va dire, le déploiement et l'engagement d'une communauté. Par exemple, demain, on a besoin des entreprises qui demandent du coup un assistant vocal qui comprend le Corse. Il faut fédérer une communauté en Corse et du coup, on peut utiliser une partie du coup des tokens pour fédérer. Ouais, et tu peux augmenter la rémunération sur un certain nombre de tâches si une personne est donc indexée et avoir encore plus d'intérêt pour un Corse de venir sur l'application et de travailler en ce moment sur les missions qui sont proposées. En fait, ça va être des leviers qu'on va pouvoir activer au bon moment, parce qu'il faut qu'on ait de la demande en face, pour de manière la plus agile possible, nous permettre d'aller dire au client, oui, on est sûr qu'on est capable de faire ça en un temps réduit, et de tout mettre en place en parallèle. Je pense qu'on peut aller 10 fois plus vite qu'une entreprise classique. Écoute, on est tout bon, merci, et pour le coup, je passe à la dernière partie de cette vidéo tout seul. Top. Merci Frangin. Je me devais évidemment d'aborder et d'afficher les tokenomics afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la distribution des jetons. Il y a un total de 23% de la supply qui a été distribuée pour les différents tours de financement, notamment la seed et la private sale. Les premiers jetons seront distribués aux investisseurs à partir du mois de mai 2024. Une partie de Launchpad qui a été distribuée à tous ceux qui ont participé au Launchpad d'Elrond et qui représente 5% de la supply. La partie Team qui, elle, va commencer à être distribuée en 2025 et qui va être distribuée sur une période de 5 ans, donc jusqu'en 2030. Et la partie Advisor de 5% qui, elle, commencera également à être distribuée en 2025 et qui va s'étaler cette fois-ci sur 3 ans.
Les autres parties, comme par exemple l'écosystème, la communauté, la trésorerie et le growth, sont des libérations de supply qui vont servir au développement du projet. Par exemple, le growth, c'est une partie de la liquidité qui va servir pour les différents mécanismes de stacking. L'écosystème, ça peut être pour du marketing ou du développement du projet au niveau de son écosystème globalement et de tous ses partenaires, ou encore la community dans certains airdrops comme ceux qui ont déjà été annoncés et ceux qui vont l'être, notamment pour tous ceux qui ont participé à la bêta et qui ont réalisé des actions pour développer le projet avant même qu'il existe. Pour le coup, vous avez les liens en description, vous pouvez vous adresser directement à l'équipe Tada, au Discord et poser vos questions si vous en avez encore sur la supply. Parlons maintenant de la team et des advisors. Et commençons justement par les advisors. Il y en a plusieurs de différents domaines, que ce soit l'écosystème crypto, des plus tech et d'autres plus business. Bon, évidemment, je ne me représente pas, je suis advisor du projet et moi, c'est évidemment sur le côté crypto que j'interviens. Ainsi d'ailleurs que Danilo Salvatore Carlucci, qui est le fondateur de Morningstar Venture et qui pousse énormément d'initiatives dans cet écosystème. En tech, il y a par exemple l'advisor Luc Julia, qui est le créateur de Siri, qui a été revendu ensuite à Apple, que vous connaissez sans aucun doute, mais également de la société Nuance, un leader dans le monde de la reconnaissance vocale, qui pour le coup s'est vendu plus de 20 milliards de dollars à Microsoft. Il y a également d'autres advisors qui suivaient l'initiative de plus ou moins loin, comme par exemple Éric Desnoyers, qui était le président d'SFR Numéricable, ou encore Alain Etchard, qui est à la tête d'une très grosse société de travaux publics en France. Ça couvre un peu tous les spectres, comme je vous ai dit, de la tech à la crypto-monnaie et finalement jusqu'au business. Un petit clin d'œil également à Michel Onfray, qui était à l'époque le président de l'incubateur de la région et qui est l'une des raisons qui fait que mon frère ou moi d'ailleurs, on se soit installé en Moselle. En ce qui concerne la team, je peux pas présenter tout le monde. Je vous mets quelques photos, il y a quelques visages que vous reconnaîtrez, comme par exemple Alexandre Copper qui s'occupe de la partie commerciale, Florian Guichon qui est sur les opérations, ou encore PM qui s'occupe de la communauté et que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Wagon. Quoi qu'il en soit, c'est une équipe qui est amenée à grossir très vite. Je vous représente pas non plus mon frère et son background qu'on vient de vous présenter, ou encore Valentin Touron, qui est le directeur de Tada et qui pour le coup a un profil très axé tech. Vous retrouverez évidemment dans la description de quoi aller encore plus loin sur les profils, de quoi creuser encore plus sur leurs compétences et même leur site internet avec toutes les informations et même leur onglet carrière parce qu'ils recrutent lourdement en ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes courageux et je vais enfin vous parler de cette petite surprise que je vous réservais. Une allocation de 20 000 $ qui va être distribuée à 10 utilisateurs en fonction des 10 commentaires les plus pertinents, c'est-à-dire les 10 idées les plus pertinentes. L'idée que mon frère a eue, c'est tout simplement de vous laisser vous exprimer sur le champ des possibles et sur le potentiel de Tada. On vous a donné quelques idées sur la Pixel War, sur ce qui se fait déjà aujourd'hui dans l'application, ou encore le fait qu'on pourrait utiliser Tada pour collecter un grand nombre de données. Mettez en commentaire l'idée que vous avez. Une donnée que certains pourraient être prêts à payer pour obtenir, donc une donnée utile, mais également une donnée qui est réalisable et qui peut réellement s'implémenter à un outil comme Tada et qui pourrait être générée par des utilisateurs avec leur smartphone. Les 10 idées les plus pertinentes vont être sélectionnées par le projet Tada eux-mêmes et je reviendrai vers vous en ne vous demandant qu'une seule chose, une adresse au format EGLD pour pouvoir vous envoyer vos Tada. Attention aux arnaques, si quelqu'un d'autre vient en message privé et vous demande plein d'autres informations, ce n'est pas moi, je ne vous demanderai à aucun moment de faire un paiement ou de m'envoyer une quelconque autre information qu'une adresse EGLD. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil financier. Le token Tada est listé aujourd'hui sur X-Exchange. Le jour où cette vidéo sort, il sera listé également sur la plateforme KuCoin, mais l'objectif n'est pas de vous inciter à acheter un jeton. Vous l'avez compris, il y a une différence entre le projet, la valeur qui est captée par ce jeton, et quoi qu'il arrive, ça dépend du marché des crypto-monnaies. Il peut y avoir des phases d'euphorie, des valorisations qui sont violentes, ou au contraire des baisses qui le sont tout autant. Investir comporte des risques, partiels ou total de perte en capital, et vous l'avez compris, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire acheter un jeton, mais bel et bien une idée, un potentiel, un projet qui a pour but de répondre à un problème. Et cette réponse va mettre des années à se construire et dépendra d'une communauté, mais également de différents verrous techniques qui devront être levés. Je compte sur vous, vous le savez très bien, investir, c'est non seulement des risques, mais c'est surtout une responsabilité. Vous devez faire vos propres recherches et vous devez toujours aller plus loin. Et si vous avez d'ailleurs des questions, je serai là pour vous répondre. Je vous le répète une toute dernière fois, d'autant plus de par ma proximité avec ce projet. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, on fera d'autres interviews de ce genre, que ce soit avec mon frère ou avec d'autres entrepreneurs. C'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que vous l'avez vu. Maintenant, j'ai un studio pour le faire. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et en ce qui concerne les commentaires, quelque chose me dit que vous êtes déjà en train d'en rédiger un et que vous avez une petite idée derrière la tête. C'était Asher et à très bientôt pour un prochain contenu. Au revoir.